Le logos du traumatisme touche pour tous à l'origine même du langage. C'est ce que nous a dit magistralement François Josselin. La langue maternelle fait effet-action dans la jouissance du corps à corps maman-bébé. Des deux côtés, mon mal est infini. Pourrait dire bébé, le tribut à payer pour s'adapter et la séparation du corps si englobant et gironnant de la mère. Bonjour Marc Strauss. Vous êtes psychiatre, psychanalyste, membre de l'école de psychanalyse, des forums du champ lacanien France et de l'international des forums IF, AME, analyste, membre d'école et enseignant au collège de clinique de psychanalyse de Paris. Vous nous parlez du coup du patou en un seul mot. Devons-nous entendre que nous ne sommes pas tous des aliénés du langage? Et qu'en est-il de la séparation d'avec le corps de la mère dont nous a parlé François Josselin? Je laisse à Marc Strauss le soin de nous expliquer ce que Lacan a appelé le traumatisme, ce néologisme qui relie le traumatisme au trou du symbolique, que nous entendrons à plusieurs reprises à chaque intervention au cours de la journée, et de nous dire ce qu'il en est du coup du patou. Marc, à vous. Merci Béla. Merci aux collègues libanais pour leur invitation à m'exprimer ici, chez eux, à l'occasion de l'Inouï du traumatisme. J'ai supposé que ce n'était pas par hasard que ce titre avait été choisi dans ce pays qui a été depuis toujours un carrefour des civilisations et des religions. Et on sait depuis Sophocle, approchez, comme ça. Merci. On sait depuis Sophocle que les carrefours sont dangereux et que les accidents qui s'y produisent provoquent des catastrophes en chaîne qui ne finissent que pour recommencer. Alors l'inouï du traumatisme, je ne suis pas sûr d'avoir le temps d'arriver jusqu'au cou du patou, qui est dans l'étourdi, parce que pour ce qui est de l'inouï du traumatisme, nous en avons un exemple chez Lacan lui-même, dans son enseignement. Il s'agit de sa description d'une scène familiale, dont il est lui-même l'un des protagonistes. Il est avec son enfant, un de ses enfants, et cet enfant ébauche, je le cite, ébauche un appel précoce de la voix. Mais en dépit de cela, en dépit de cet appel, le père s'en va. Lacan, le père s'en va. Et Lacan qualifie explicitement cet échec à le retenir, il le qualifie explicitement de trauma pour l'enfant. Lacan nous fait entendre aussi qu'il ne l'a pas fait exprès de ne pas entendre l'appel de la voix, mais que c'est grâce à la divination maternelle qu'il a compris les conséquences, à la fois ce qu'il venait de faire et les conséquences de ce qu'il venait de faire. En effet, à la suite de cela, l'enfant, pendant des mois entiers, n'a plus renouvelé son appel. Peut-être pouvons-nous nous dire que la première parole que l'enfant s'est adressée à lui-même a été « plus jamais ça ». Et on sait ce qu'il advient en général de cette promesse. De plus, par la suite, lorsque Lacan prenait cet enfant dans ses bras, l'enfant laissait aller sa tête sur son épaule pour tomber dans le sommeil. Au fond, l'enfant ne se sentait plus tenu par la promesse du « plus jamais ça », il pouvait se laisser aller. Et c'est ainsi que Lacan nous décrit la fonction du sommeil. Mais je préfère lui laisser la parole pour faire résonner l'insistance qu'il met justement sur le regard. Lacan se présente dans ce passage comme l'homme qui a vu ce qu'il fallait voir, grâce toujours à la divination maternelle. Et d'ailleurs, peut-être que tout le monde connaît plus ou moins cette scène, l'a éprouvée, mais quand même,
c'est Lacan qui se présente comme celui qui a compris ce qui se passait là, dans un trop tard, un toujours trop tard, qui va bien sûr faire le bonheur du sujet. Lacan a vu et compris l'échec inévitable dont s'origine le désir, avec son ombre maléfique, le symptôme qui au désir résiste. L'épreuve que fait le sujet de son échec lui fait sentir rien moins que la déchirure de son unité et fait comprendre au petit sujet que cette unité, il l'a perdue. Il l'a perdue, l'unité où l'appel de la voix répondait à l'appel de la voix, répondait le corps de l'autre. Le passage en question, vous le savez, je suppose, pour beaucoup d'entre vous, est dans la 5e leçon du séminaire 11. Une leçon extraordinairement riche et qui présente, je dirais, la théorie lacanienne du développement subjectif. Alors je cite le passage maintenant pour vous faire résonner sa dimension lyrique et tragique. J'ai vu, moi aussi, vu de mes yeux dessillés par la divination maternelle, c'est une référence à Gide, ça. J'ai vu comment l'enfant, traumatisé par mon départ, malgré un appel précocement ébauché de la voix, et désormais plus renouvelé pour des mois entiers, j'ai vu bien longtemps après encore, quand je prenais ce même enfant dans mes bras, je l'ai vu laisser aller sa tête sur mon épaule pour tomber dans le sommeil, seul capable de lui rendre l'accès au signifiant vivant que j'étais depuis la date du trauma. On le vérifie, Lacan qualifie de trauma cette discordance si précocement éprouvée par l'enfant. En effet, il est difficile d'imaginer plus précoce et plus fondamentale que cette scène que nous pourrions appeler primitive. Une scène qui résonne en tout cas avec la prématuration du petit homme, prématuration fondamentale pour Freud comme pour Lacan. Ce trauma, en tout cas, n'est pas de l'ordre du malentendu, mais justement du pas entendu, de l'inouï donc. Alors reprenons, si vous voulez bien, les 3 conséquences de ce trauma. D'une part, il décourage l'enfant de répéter l'expérience pour longtemps. Quelque chose est irrémédiablement brisé en lui, son unité en sort divisée. Ça lui demande du temps pour s'y faire, pour digérer la chose, des mois donc, ce qui n'est pas rien dans la vie d'un enfant de cet âge. Nous y reconnaissons bien sûr les symptômes d'une profonde dépression qui peut nous permettre de faire un parallèle avec la phase mélancolique du développement de Mélanie Klein. Le second effet du trauma, plus intéressant, plus original, est de constituer le père en signifiant vivant inaccessible dans la réalité du monde représentable. Je souligne cet oxymore de signifiant vivant. Lacan nous avait plutôt habitués à penser le signifiant comme le meurtre de la chose. Et voilà que surgit un signifiant vivant. Mais justement, ce qui caractérise ce signifiant vivant, c'est qu'il n'est pas accessible à la conscience éveillée. Nous l'avons vu parce qu'il semble être un paradoxe temporel et qui est un effet de l'après-coup du trauma. Ce signifiant vivant naît dans le moment même où il se perd. Troisième effet, le sommeil entre en jeu, avec sa capacité propre et consciemment inimitable. Le sommeil peut faire quelque chose que la conscience ne permet pas. Avant tout rêve articulé, il permet dans les bras du Père qui enveloppe de laisser aller sa tête au bercement de la musique intérieure du langage de l'autre, au plaisir du processus primaire
et cela indépendamment de toute représentation, de toute contrainte de représentation, indépendamment de tout sens éventuel. Le sommeil redonne l'innocence des premiers temps, qui ont peut-être, qui ont sûrement existé. Mais quand ils existaient, le sujet, lui, n'existait pas encore dans sa représentation, et donc il ne pouvait pas en avoir conscience. Donc, depuis ce trauma, il est toujours trop tard pour chacun, nous le savons, même si bien sûr, chacun a sa façon à lui ou à elle de mettre en scène son trop tard. Alors quelques mots maintenant sur tous les présupposés qu'implique ce moment inaugural. Premièrement, il faut l'appel précoce de la voix indépendamment de sa forme. Qu'est-ce qui suscite cet appel? Je répondrai mystère du corps parlant, dont tu as parlé. Mystère du corps parlant, mais autre question, plus importante je crois, pourquoi cette scène nous est-elle, ou cet appel nous est-il présenté comme s'adressant au Père? Est-ce que l'enfant appellerait le Père si ce Père ne s'était pas déjà fait connaître de lui? Et comment le Père peut-il se faire connaître et reconnaître de l'enfant? Évidemment, en le prenant dans ses bras. Mais la mère aussi fait ça, prendre l'enfant dans ses bras, et cela ne distingue pas le Père d'elle. Est-il alors indifférent que cette scène de l'appel précoce et vain, que cette scène concerne l'un ou l'autre des parents, le père ou la mère? Eh bien, je ne le pense pas. Je ne le pense pas, et si Lacan insiste sur le fait que l'appel s'adresse au père, ça n'est certainement pas pour rien. Effectivement, l'appel s'adresse bien au père, et le traumatisme concerne bien la perte de ce père-là. Si nous convenons d'appeler père le par-l'être, l'être parlant, le corps parlant, qui satisfait à une fonction très précise, celle qui donne son statut de sujet au corps d'un enfant, en le nommant selon son désir. Nous pouvons du coup nous demander, le statut de la mère est évidemment différent, nous pouvons du coup nous demander s'il y a des cas où cet appel ne se produit pas. Peut-être justement pouvons-nous placer ici l'autisme dont Françoise vient de nous parler. Et si cet appel se produit, quelle est la part finalement qui revient à l'un ou à l'autre, à l'enfant, au père, voire à la mère, qui a sa place dans leur relation? Il faut aussi comme condition, évidemment, que cet appel soit déçu. Mais ça, il est difficile d'imaginer un appel auquel l'autre répondrait toujours et systématiquement. En fait, troisièmement, il faut surtout que cet échec de l'appel ne soit pas systématique. Il faut que le père fasse retour et prenne l'enfant dans ses bras pour lui servir d'appui à son désir de se retrouver, de retrouver le signifiant vivant. En fait, on le sait, Lacan avait parlé depuis longtemps d'appel fait au père, mais il en avait parlé pour caractériser la psychose. Et dans la psychose, cet appel est présenté comme vain, un appel vain, alors que dans cette scène traumatique du séminaire 11, le père revient. Le père ouvre la voie donc au sommeil, un sommeil qui est plus qu'une consolation, plus qu'un apaisement, mais qui représente une satisfaction interdite à qui est éveillé dans la réalité. Une satisfaction que nous pouvons dire une jouissance
une jouissance du signifiant vivant, et pourquoi pas une jouissance de la langue, que Freud a appelé donc processus primaire. À partir de ce trauma inaugural, en effet, Lacan réfute l'idéalisme qui postulerait que la vie est un songe. Il affirme au contraire que jusqu'à la psychanalyse, et même jusqu'à lui, Lacan, qui en explicite les ressorts, personne n'avait parlé avec justesse du réel. Personne jusque-là n'avait vu et expliqué que le réel se situait à la place même de la rencontre manquée, à partir de la trace qu'a laissée ce ratage. Une trace qui ne laissera plus jamais le sujet en paix. On va parler de la guerre, je crois, cet après-midi, mais le sujet n'est jamais en paix. Le sujet va s'employer sans relâche à saisir ce réel en souffrance qui l'appelle, le réel appelle le sujet, mais en même temps lui échappe toujours. D'où le « je n'y arriverai jamais » de chacun. Le « je n'y arriverai jamais » avec là aussi ces infinies variétés cliniques dont nous entendons parler dans nos cabinets. Et pour illustrer donc cette place du réel dans la réalité, Lacan parcourt 5 étapes, depuis la plus banale de la vie quotidienne à la plus subtile, à la plus insaisissable, celle dont nous venons de parler à l'instant, qui est la dernière qu'il décrit. Alors j'ai commencé cet exposé par la fin, parce que c'est la scène la plus fondamentale, celle donc où le par-l'être se découvre radicalement abandonné, se voit comme corps à tout jamais séparé de l'autre. Alors je vous propose, aussi rapidement que possible, en espérant que ça vous donnera surtout envie d'aller voir cette leçon de près, parce que chaque mot, chaque passage est extrêmement riche et merveilleux de possibilités, de commentaires. Donc restituons le fil de cette histoire du sujet à partir de cette fin. L'histoire suivante du développement, pour ne pas dire le stade suivant, porte sur le jeu de l'enfant décrit par Freud dans l'au-delà du principe de plaisir, le jeu avec la bobine, le jeu dit du fort-da. Avec ce jeu, le par-l'être, le petit être parlant, n'est plus soumis à l'oscillation entre l'absence et la présence de l'autre. Il se fait acteur de l'articulation signifiante, mais cette fois à partir du départ de la mère. Il se fait acteur en prenant la parole et en provoquant dans la réalité des effets perceptibles par le retour, leurs effets, les effets de sa parole sur le corps des autres. Prendre la parole, c'est par là que Lacan a défini ce qu'il y avait de plus difficile pour un être humain. En réponse à Freud, qui avait dit que ce qu'il y avait de plus difficile pour un être humain, c'était se détacher de l'autorité de ses parents. On peut voir que c'est plus ou moins la même chose. En prenant la parole, le sujet se dégage de sa dépendance à la présence physique, matérielle du corps de l'autre. Mais cette prise de parole implique un renoncement sans retour. Il ne lui sera plus jamais permis de seulement se laisser bercer par la parole de l'autre. En s'enchaînant au signifiant, le sujet peut et doit du coup répondre de lui-même à l'appel de la rencontre manquée. Et pour cela, il va mettre, dit Lacan, je le cite, en perspective l'ordre de la signifiance. Le sujet va mettre en perspective l'ordre de la signifiance avec ce jeu du fort-da. La signifiance va s'ordonner à partir d'un point perspectif qui est la bobine. Et à propos de cette bobine, Lacan parle d'automutilation. Il y reconnaît
la part sacrifiée du corps, sacrifiée au nom du pacte de parole. Il s'agit moins dans ce jeu de renoncer au bonheur du sommeil que de ne plus pouvoir s'en satisfaire. Et néanmoins, pourtant, de garder un accès possible au signifiant vivant, même si la rencontre, là aussi, est toujours manquée. Un accès par le jeu du sujet avec son objet, autrement dit, par la mise en place du jeu du fantasme. Dans le moment tournant qu'est ce jeu, l'être de la signifiance s'est fait être pour la mort, et le sujet commence alors ce que Lacan appelle l'incantation. Cette incantation prend la place de l'appel précoce de la voix de l'étape précédente, mais c'est évidemment toujours du même appel qu'il s'agit. Pour aller vite, l'étape suivante reprend un autre constat que nous avons tous pu faire, mais peut-être sans en avoir su tirer les conclusions qu'en a tiré Lacan. Il s'agit de ce petit fait clinique que les enfants exigent toujours qu'on leur raconte mot à mot la même histoire et qui ne sont pas contents quand on veut leur faire plaisir en introduisant une variation pour, croit-on, leur éviter l'ennui de la répétition. Cette exigence, pour Lacan, montre l'aspiration de l'enfant à, je le cite, atteindre la primauté de la signifiance en tant que telle. Cette signifiance qui s'était mise en perspective avec le jeu du Fordat et qui portait, je le rappelle, sur la substance réelle du signifiant vivant. Mais l'enfant fait là encore une expérience que nous pouvons toujours qualifier de traumatique, puisqu'elle n'est fait que répéter le ratage de la rencontre. Jamais, précise Lacan, dans ce jeu de vouloir toujours entendre la même chose à l'identique, jamais, je le cite, la réalisation du signifiant ne pourra être assez soigneuse pour désigner cette primauté de la signifiance en tant que telle. Ça ne marche pas. Impossible de passer sa vie à jouer au Fordat. Et la satisfaction, la jouissance de cet acte inaugural de nomination, c'est le sujet qui donne les noms forts EDA à la présence et à l'absence. Donc, cet acte inaugural de nomination, jouissance, s'en retrouve de moins en moins dans sa répétition. Reste alors au sujet, comme le dit Lacan, à s'évader de ce piège en transformant son acte en jeu. Nous pouvons nous représenter facilement la chose. Au départ, donc, l'acte fondateur qui instaure les deux signifiants dans leur alternance. Acte du sujet. La prise de parole est d'abord incantation, mais elle ne peut que rater la rencontre qu'elle appelle, la présence réelle de l'autre. Et puisque l'incantation est un piège, le sujet peut alors s'amuser avec les mots qui la constituent et décider d'inverser par exemple les choses, d'appeler forte la présence et à l'absence, ou le sujet peut décider de dire que le chien fait miaou et le chat wawa. Il peut même mettre n'importe quel mot à la place d'un autre. Ainsi, il peut sacrifier, avec l'aide au départ de la mère dans cette affaire-là, il peut sacrifier à ce que Lacan appelle les décharges bienheureuses du principe de plaisir. Les décharges bienheureuses du principe de plaisir, il faut bien sûr entendre les connotations sexuelles qu'il y a dans le mot décharge. Mais s'il peut s'adonner à ces décharges bienheureuses, il n'en ratera pas moins toujours la rencontre avec le réel qui continue de l'appeler. Une bougie est tombée, qui dit à son père ces mots dramatiques, « Père, ne vois-tu pas que je brûle ?» qui éveille le père. Dans ce rêve, l'enfance est devenue parlant. Et comme tout parlant, il a quelque chose à dire. Et qu'a-t-il à dire, sinon son reproche au père? Le reproche de lui avoir transmis, avec le langage,
le poids cuisant, brûlant d'un échec, d'un ratage irrémédiable, dont la brûlure donc se perpétue au-delà de la mort et de génération en génération. Il est impossible pour tout être parlant de tenir la promesse de la parole, de réaliser la rencontre avec le signifiant vivant, et c'est pourquoi Lacan précise qu'il est impossible à quiconque de dire ce que c'est que la perte d'un enfant. Lacan précise que pour pouvoir dire ce que serait la perte d'un enfant, il faudrait pouvoir dire en tant que père ce que c'est que d'être père. Autrement dit, il faudrait pouvoir dire « je suis ce que je suis » ou « je suis un ». Impossible de dire en tant que père ce que c'est que d'être père. Ce n'est en tout cas possible pour nul être conscient, précise Lacan. Et c'est le lieu de cet impossible qu'occupe l'inconscient. Dans la vie des sujets qui en appellent au père idéal, dans la vie des névrosés donc, cette impossibilité se manifeste, on ne le sait que trop, par leur sentiment d'impuissance. Ils n'y arrivent pas. Et aussi le sentiment d'une injustice subie, d'où les reproches dans leur vie, la fonction fondamentale du reproche. Peut-être que nous pourrions situer là la névrose traumatique contemporaine, avec de nos jours cette prédominance du discours de la science qui fait qu'il n'y a plus de père pour recevoir le reproche du trop tard. Ne vois-tu pas que je brûle? Trop tard pour donner sens à l'injustice fondamentale de la rencontre du hasard avec le réel. Ce choc absolu du mur du langage, qu'il est impossible à dire ce qu'est la perte d'un enfant, nous rappelle bien sûr le tout premier épisode du développement, celui où c'est l'enfant qui perdait le père. Et dans un cas comme dans l'autre, il s'agit du réel même, de la rencontre manquée et, je le répète, de son effet d'appel sur le sujet. Cela nous conduit à la dernière manifestation du réel dans cette leçon, la plus banale, celle par laquelle Lacan a commencé sa leçon, en se prenant toujours comme exemple lui-même. Il s'est offert un moment de répit, une petite sieste, et a le temps, suite au coup frappé à la porte pour le réveiller, il a le temps de faire un petit rêve qu'il ne nous raconte même pas. Les coups sur la porte produisent un rêve qui intègre ces coups et qui prolonge, qui lui permettent de prolonger quelques instants le sommeil. Et prolonger quelques instants le sommeil, et en même temps, c'est ce rêve qui produit l'éveil. Ce rêve, par son effet de langage, produit le réveil, car c'est le rêve qui actualise le trop tard de la saisie du signifiant vivant. Au lieu de s'endormir donc sur l'épaule de l'autre ou de jouer avec une bobine, il s'agit de reprendre toujours l'effort, en se réveillant, il s'agit de reprendre l'effort d'une réponse qui se tienne à l'appel du réel. Alors qu'est-ce qu'une réponse qui se tienne à l'appel du réel? Ça n'est évidemment pas une question anodine pour les sujets parlants, quels qu'ils soient, mais surtout quand ils s'adressent à nous. Alors comme mon exposé est trop long, je vais m'arrêter là en vous disant simplement ce dont j'aurais aimé parler plus longuement. La première question, évidemment, c'est le lien de ce trauma premier de la perte du départ du père et le trauma sexuel. Mais nous avons évoqué déjà cette question du trauma sexuel avec le jeu du Forda et les décharges bienheureuses. Cela dit, j'aimerais quand même vous citer un passage de Lacan que Patrick Barillot a rappelé à notre mémoire dans un groupe de travail il n'y a pas longtemps. C'est un passage de la conférence de Genève de 72 où Lacan dit, c'est toujours vu,
Il dit toujours qu'il a vu. J'ai très bien vu de tout petits enfants, ne serait-ce que les miens. Encore un passage où il parle de lui, Lacan le père. Le fait qu'un enfant dise peut-être, ou pas encore, avant qu'il soit vraiment capable de construire une phrase, ce fait prouve qu'il y a en lui quelque chose, une passoire, qui se traverse, par où l'eau du langage se trouve laisser quelque chose au passage, quelques détritus avec lesquels il va jouer, avec lesquels il faudra bien qu'il se débrouille. C'est ça qui lui a laissé toute cette activité, c'est ça que lui a laissé toute cette activité non réfléchie, des débris auxquels sur le tard, parce qu'il est prématuré, s'ajouteront les problèmes de ce qui va l'effrayer, autrement dit le sexe. Grâce à quoi il va faire la coalescence, pour ainsi dire, de cette réalité sexuelle et du langage. La seconde question, que je ne développerai pas beaucoup plus, c'est l'hypothèse que je voulais développer pour voir où elle nous mène. Où cela nous mènerait-il donc de faire l'hypothèse que ces détritus dont parle Lacan dans la conférence de Genève, soit 8 ans après le séminaire 11 et le signifiant vivant, où nous mènerait de faire l'hypothèse que ces détritus sont des morceaux de la langue et qu'ils représentent pour un sujet ce signifiant vivant qui survit toujours et fait toujours appel dans les processus primaires. Voilà la question, et je n'y répondrai pas plus avant. Je vous donne juste la référence de la phrase qui m'avait guidé. Les langages tombent sous le coup du patou. Et Lacan dit cela dans L'étourdi. Dans L'étourdi, il ajoute, Lacan, c'est dans un passage où Lacan dit, oui, c'est par rapport au... Écoutez, non, je crois que je ne vais pas le commenter plus. Je vais finir simplement par ma conclusion, pour dire que dans la rencontre manquée, la place de la contingence et du hasard est essentielle. Et pour ça, je vais me référer à une interview de Lacan à la radio, à France Culture, en 1973, où il assignait à la psychanalyse une tâche précise, faire en sorte que l'histoire continue. De quelle histoire s'agit-il ? Au moment où nous en sommes aujourd'hui, avec la science et avec la création de l'humanité augmentée, comme on dit. L'histoire qui doit continuer grâce à la psychanalyse pour Lacan est celle où nous pouvons continuer, je dirais, à faire des bébés du hasard. Des bébés du hasard, c'est une expression que je reprends à un scientifique français nommé Jacques Testard, et qui vient de faire un article récent dans Le Monde. C'est quelqu'un qui est très connu pour avoir inventé les bébés éprouvettes. Tétard ou tétard. C'est cet homme regretté récemment dans Le Monde, dans le journal Le Monde, d'avoir ouvert un marché avec ses découvertes, d'avoir ouvert un marché à l'eugénisme, alors qu'il voulait seulement aider les couples stériles à avoir des enfants. Et c'est lui donc qui dit qu'il est fondamental que, malgré les progrès de la biologie, le hasard continue à avoir sa place dans la génération. Et on le sait, le hasard, Freud en parle lui-même. Il en parle en disant qu'il faut un haut degré de civilisation. Il faut un haut degré de civilisation pour y croire. Et pourtant, le hasard est toujours ce qui fait, je dirais, notre dignité de par l'être. C'est le hasard qui confie à chacun de nous la tâche et nous donne le loisir de transformer notre rencontre traumatique avec le langage en une histoire vivable. Voilà, je vous remercie.